Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Voilà, en fait, on s'est permis d'ouvrir un peu en avance la réunion pour que les personnes puissent arriver et pour commencer à midi pile poil. En tout cas, merci à vous pour votre participation. Et en attendant, on diffuse ce qu'on a prévu les slides en boucle par rapport à PMI, PMI France et l'événement Pro Bono et l'événement d'aujourd'hui. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Eddie Azebazé, chef de projet IT. Bienvenue au sein du PMI France. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire organisé par le pôle La Défense avec le pôle projet Pro Bono du PMI France en co-collaboration avec l'association des collectifs. Donc, le thème de notre rencontre aujourd'hui, c'est comment les collectifs de salariés transforment l'entreprise de l'intérieur. N'hésitez pas à couper mon micro, à poser toutes vos premières questions dans la section Q&A.
Merci encore pour votre présence et très bon webinaire à toutes et à tous. Je laisse la parole à Jean-François. Bonjour à tous. Je vais vous donner un petit peu de contexte. Donc, Jean-François Barou, je suis consultant interne en gestion de projet dans un grand groupe industriel et j'étais cofondateur en fait d'un collectif de salariés dans mon entreprise pour la transition écologique et sociale. Alors, ce webinaire, en fait, il est proposé par l'initiative PMI Pro Bono. Alors, Pro Bono, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'engagement bénévole en faveur de l'intérêt général. Et par extension, l'initiative Pro Bono du PMI France, eh bien, il vise à promouvoir le bénévolat et aussi à promouvoir les compétences en gestion de projet des membres du PMI France au bénéfice d'associations d'utilité publique qui sont demandeuses. Donc, généralement, c'est de l'économie sociale et solidaire, mais parfois, ça peut être de la transition écologique et sociale également. Effectivement, avec la diminution en fait, des budgets pour les associations et également de l'engagement bénévole, il y a des forts besoins dans les associations. Et il y a un besoin aussi de professionnalisation. Et c'est là que les membres du PMI peuvent t'aider. Et également acquérir une expérience dans des milieux qui sont hors de l'entreprise, dans l'économie sociale et solidaire, en transmettant leurs compétences, avec un fort sentiment d'utilité pour une cause, à contribuer à des projets à impact, et aussi enrichir en compétences, bien entendu, dans leur métier, et aussi dans des compétences interpersonnelles. Il y a plusieurs formes d'engagement. Vous voyez à droite du conseil, de la formation ou de la contribution en tant que chef de projet dans des projets de court terme ou de long terme. Alors, si vous êtes intéressé par cette initiative, si vous voulez proposer une association ou si vous voulez proposer vous-même pour une mission, n'hésitez pas, écrivez au contact qui est ici et nous vous répondrons. C'est la deuxième fois que nous organisons un webinaire pour faire la promotion d'une association. Le 17 octobre dernier, nous avions invité la Courcyclette, une association qui œuvre pour la promotion du vélo dans un cadre social. Le webinaire est toujours accessible. Donc aujourd'hui, nous vous présentons l'association Les Collectifs. Et maintenant, je vais laisser la parole à Eddy. Juste, Jean-François, Bruno, je crois que tu es là parmi nous, Bruno Laude. Je ne sais pas si tu souhaites ajouter deux, trois mots par rapport non. C'était pour Bruno. Voilà. Oui, bonjour à tous. Non, je pense que Jean-François a très bien résumé ce qu'on essaye de proposer. Et je voudrais renforcer le message comme quoi, si vous avez des associations que vous souhaitez présenter, vous avez des besoins en gestion de projet, n'hésitez pas, revenez vers nous. Je pense que c'est important. Et le monde associatif a réellement besoin de compétences en gestion de projet. Voilà, c'est tout. Merci. Merci Bruno. Désolé. Je te laisse la main, Eddy. Yes. Merci beaucoup Jean-François et Bruno pour la présentation de cette belle initiative Pro Bono. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre intervenant du jour, Paul Chaladresse. Si tu peux aller sur le slide. Donc, justement, qui est Paul? Donc, Paul est engagé sur les enjeux écologiques et sociaux au sein de l'association des collectifs dont il fait part. Donc, c'est un réseau qui fédère aujourd'hui plus de 130 collectifs de salariés à travers la France. Donc, il a un parcours dans l'entrepreneuriat impact. Il coordonne aujourd'hui justement l'animation de ce grand réseau et il accompagne les salariés qui souhaitent justement transformer leur organisation depuis l'intérieur. Et avec son équipe, il impulse justement cette dynamique, on va dire, collaborative, porteuse de sens, qui inspire de nombreuses démarches de transition écologique en entreprise.
Merci encore à toi, Paul, d'avoir accepté aujourd'hui notre invitation. On est ravis de t'écouter aujourd'hui et de Flore, ici. Merci beaucoup Eddy et plus largement à toute l'équipe, Jean-François, Vivine, Bruno, pour l'invitation. Je vais partager mon écran. L'esprit de ce webinaire, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter si vous avez des questions. Alors, vous pouvez les poser en cours de route, que ce soit dans le chat ou en levant la main. Là, je vous laisserai gérer toute l'équipe sur ça. En particulier, si la question elle a trait à ce que je suis en train d'expliquer ou ce que je viens de partager, n'hésitez vraiment pas à la poser sur le moment. C'est utile, même la dynamique du webinaire. Si c'est plutôt une question qui n'a rien à voir et que vous voulez la garder, il y aura de toute façon un temps à la fin pour les questions. Et les questions appelant d'autres questions, ce sera un temps relativement conséquent. J'essaierai de m'arrêter vers 35-40 sur la présentation un peu descendante. Donc j'enchaîne. L'association des collectifs dont je vais vous parler aujourd'hui, juste rapidement, vu qu'il n'y a pas de slide sur moi. J'en suis le coordinateur. Je m'occupe de coordonner les projets de l'association des collectifs depuis 2 ans et demi et de coordonner le travail des bénévoles de l'association. On est géré par une quinzaine de bénévoles qui sont tous des actuels ou des anciens membres de collectifs. On va expliciter ce qu'est un collectif de salariés un peu plus tard. Et je suis un des porte-parole de l'asso. D'où ça vient, les collectifs? Ça vient déjà d'un constat que les entreprises, elles vont être amenées à se transformer en profondeur avec la transition écologique et sociale, et qu'elles peuvent, et à notre sens doivent s'appuyer sur une force vive qu'elles ont en leur sein, que sont les salariés engagés. Parce que ce sont des personnes qui sont déjà sensibilisées au sujet et qui sont capables de proposer des choses pour aider l'entreprise à se transformer. En version longue, ça donne ça. C'est-à-dire que le réchauffement climatique et plus largement les crises écologiques ont un impact sur les entreprises et les entreprises ont un fort impact sur ces crises aussi. Et c'est cette double responsabilité qui fait que les entreprises vont être amenées à se transformer et donc qu'elles doivent utiliser tous les potentiels pour le faire, toutes les poches d'engagement qu'elles peuvent avoir, que ce soit du côté de la direction RSE, de la direction générale, du côté de la société civile, mais aussi du côté des salariés. Et là-dessus, il y a un vrai besoin et un vrai désir d'agir. Sur nous, ce qu'on voit sur le terrain et aussi ce que trouvent les études qui s'intéressent à ce sujet, il y a une tendance de fond à ce que ces salariés s'investissent. Une tendance de fond aussi sur le fait que ces salariés s'engagent plus tout seuls. Un exemple de ça, c'est un sociologue qui s'appelle Gaëtan Brispierre qui a mené 2 études, une au milieu des années 2010 et une qui est sortie en 2024, qui s'intéresse à l'engagement écologique des salariés. Sa première étude, elle s'appelait Les transféreurs. Elle s'intéressait aux salariés qui s'engageaient seuls dans leur structure. Il les appelait les transféreurs parce que ces salariés transféraient depuis leur sphère personnelle, donc depuis leur conviction personnelle, des engagements dans leur travail, que ce soit pour impacter uniquement leur métier ou leurs actions en propre sur leur poste, ou pour pousser des actions à l'échelle de leur structure, mais en tout cas, ça restait une dynamique individuelle. Et ce qu'il a noté dans sa deuxième étude, l'étude qui s'appelle Ecotaf, qui est parue en janvier 2024, c'est que ces dynamiques devenaient collectives, que ces salariés qui étaient seuls se regroupaient et menaient ensemble des actions, et notamment créer des collectifs de salariés. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Ce qui m'amène à définir ce qu'est un collectif de salariés. Un collectif de salariés, c'est un groupe de salariés qui se réunissent régulièrement pour mener des actions concrètes pour transformer leur entreprise de l'intérieur. Une fois qu'on a dit ça, ça pose un cadre qui est assez flexible et qui peut s'adapter à des structures qui sont quand même très variées, qui sont très différentes. On a, nous, des collectifs dans toute infrastructure, je vais y revenir, mais on a même des collectifs très variés en termes de nombre de membres. Un collectif, ça peut être 4 ou 5 personnes. Le plus petit collectif de notre réseau, ils sont 4. Et ça peut aller jusqu'à des milliers de personnes. Le plus gros collectif de notre réseau, ils sont plus de 2000. Et tout ce qu'il peut y avoir en termes de typologie, de membres, de périmètre, de localisation, de typologie d'action, etc. Je reviendrai sur chacun de ces points. Mais c'est vraiment quelque chose qui est assez varié. Il y a un cadre d'engagement qui est très flexible, ou en tout cas qui s'adapte aux contraintes de chaque structure. Et pour l'instant, nous, on n'a pas vu de cadre dans lequel il ne pouvait pas exister un collectif de salariés. Une fois qu'on a dit ça, ces collectifs, ils sont basés sur l'action.
c'est-à-dire qu'ils mènent des initiatives qui sont concrètes. C'est-à-dire qu'ils ont des propositions ou alors ils mènent en direct l'action sur tout un tas de sujets. Nous, la manière dont on le segmente, c'est que ces collectifs, ils vont mener des actions sur la sensibilisation et la formation, donc des conférences, des ateliers, des fresques, etc. Ils vont par ailleurs mener des actions sur les pratiques internes qu'on peut reformuler en éco-gestes ou empreinte carbone du bureau. Donc là, ça va avoir attrait aux enjeux de mobilité, de restauration, de déchets ou d'énergie. Et ils vont enfin mener des actions sur les modèles d'affaires et sur la gouvernance, qui sont donc les actions les plus ambitieuses, les actions potentiellement avec le plus d'impact, mais potentiellement aussi, et c'est quasiment toujours le cas, des actions où un collectif met un peu de temps avant de toucher ce type d'action, et il faut la plupart du temps qu'il passe par les premiers types d'actions que j'ai évoquées pour réussir à petit impacter ces actions les plus ambitieuses, avec une autre typologie d'action qui peut rentrer dans l'axe 2 ou l'axe 3 en fonction des activités de la structure, qui est plutôt la transition écologique des métiers spécifiquement, et des actions qu'on peut mener pour faire évoluer son métier, par exemple de ingénieur R&D à l'éco-conception. Et donc toutes ces typologies d'actions que peuvent mener des collectifs, nous c'est quelque chose qu'on a par exemple regroupé dans un outil qui s'appelle l'Atlas des actions, dont je reparlerai. Donc vraiment ces collectifs ils sont fondés sur les actions qu'ils peuvent mener, soit que le collectif les mène en propre, c'est-à-dire qu'il propose des actions et il les mène ensuite, et parfois même il n'a même pas besoin de les proposer parce qu'ils peuvent les mener de leur côté, ou alors que le collectif ne les mène pas eux-mêmes mais sont juste à l'impulsion de ces actions et ensuite laisse les personnes responsables les gérer, et en particulier quand ces directions existent, les directions RSE. La deuxième caractéristique d'un collectif, c'est, au-delà des actions concrètes, c'est d'avoir une parole qui est sur un positionnement intéressant par rapport à la direction. Nous, on appelle ça le positionnement en pour-pouvoir. J'y reviendrai, mais c'est quelque chose qui est notamment abordé dans l'étude Ecotaf de Gaëtan Brispierre, du sociologue Gaëtan Brispierre, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est en fait une méthode de dialogue et de collaboration qui permet de tenir une ligne de crête entre proposer de nouvelles choses et interroger ce qui se fait, et donc ne pas être uniquement dans l'interrogation ou dans le challenge, et notamment parce que des collectifs de salariés ne sont pas des syndicats, ils n'ont pas vocation à être un CSE, c'est quand même quelque chose d'assez différent, et donc par exemple pas la vocation d'être représentatif de l'entièreté des salariés de la structure. Et donc pour enchaîner avec nous d'où on vient, en fait ces collectifs de salariés ils sont créés de manière organique dans plein de structures, et d'ailleurs aujourd'hui on est encore rejoint par des collectifs qui se sont créés sans savoir qu'il y avait d'autres collectifs dans d'autres structures, sans savoir que c'était quelque chose qui était finalement assez courant, que ces salariés n'étaient pas en train de créer des ovnis, mais plutôt qu'ils étaient en train de réinventer un modèle qui existe à plein d'autres endroits. Alors il y aura toujours des petites variations, il y aura toujours des contraintes avec lesquelles il faut jouer, et donc chaque collectif est relativement unique. Mais c'est un vrai besoin, et nous on voit que c'est un vrai besoin parce que ces collectifs se créent quoi qu'il se passe, qu'on soit là pour les aider ou non. Et c'était déjà le cas en 2021 quand l'association a été fondée, parce qu'en fait l'association a été fondée par 27 collectifs qui préexistaient à l'association, qui s'étaient créés indépendamment les uns des autres, et qui s'étaient identifiés au fil de l'eau, au gré d'événements, de recensements faits par des associations, etc. Et qui avaient l'intérêt et l'envie de se regrouper pour créer un cadre qui leur permettrait d'échanger et qui leur permettrait de se partager des bonnes pratiques, qui leur permettrait de se partager ce qui marche moins bien dans ce qu'ils font. Et donc c'est l'acte fondateur de la création de l'asso, c'est une tribune dans un média grand public qui a permis à l'association de trouver d'autres collectifs dès le départ, et petit à petit de gagner aussi en légitimité pour expliquer ce qu'est un collectif et à quoi sert l'association des collectifs. Je reviens pas sur le reste des étapes parce qu'on est plutôt sur l'événementiel ou des outils qui sont sortis, et ça je vous en reparlerai. Mais je vais donc vous parler du réseau aujourd'hui. Aujourd'hui, l'association, c'est 130 collectifs, même un peu plus maintenant, dans 130 organisations différentes. Quand je parle d'organisation, au départ, les 27 collectifs cofondateurs sont tous des collectifs qui existent dans des entreprises. Aujourd'hui, on a été rejoint par des collectifs dans des structures publiques ou parapubliques, par exemple des entreprises avec délégation de services publics. Ça prouve que c'est un collectif le modèle du collectif s'adapte à tous les cadres. On a par exemple des collectifs dans des hôpitaux, des administrations publiques, des collectivités, etc. Et ça s'adapte assez bien. On a des collectifs aussi avec des périmètres variés, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Il est possible d'avoir un collectif à l'échelle d'un seul site, d'une filiale d'une boîte, en multisite, à l'échelle du groupe France, à l'échelle du groupe Monde.
On a vu de tout là-dessus et on est d'ailleurs rejoint de plus en plus par des collectifs qui sont basés à l'étranger et qui n'ont pas de réseau dans leur pays de collectifs de salariés et qui donc cherchent à bénéficier des retours d'expérience, etc., de ce qu'on peut leur fournir en France. Donc notre réseau aujourd'hui, c'est 130 collectifs en France, mais une vingtaine aussi à l'étranger. Plus largement, on est là pour aider des salariés, qu'ils soient membres de collectifs ou non, pour d'une part qui se regroupent, qui trouvent d'autres salariés dans leur structure et qui créent un collectif, mais plus largement pour qu'ils s'inspirent des actions des autres, quelle que soit leur situation. Et donc on estime qu'on aide aujourd'hui des salariés de 300 organisations différentes. Pour structurer tout ça, on a vocation à faire en sorte que ces salariés se connaissent, qu'ils puissent interagir en local, que ce soit pour mener des actions en commun ou tout bêtement pour se connaître et pour s'inspirer des actions des autres. Donc c'est pour ça qu'on fonctionne avec des communautés locales pour permettre à ces collectifs de se rencontrer, ces membres de collectifs de se rencontrer, mais aussi qu'ils puissent répondre aux questions de salariés qui ont envie de créer un collectif mais qui ne savent pas forcément à quoi ça correspond et qui aimeraient bien avoir plus d'informations. Et c'est à ça que servent ces communautés locales et qui ont des réunions, des rencontres locales, des after-work assez régulièrement. Je fais une toute petite pause dans le déroulé pour savoir s'il n'y a pas des questions. J'arrête de partager mon écran une seconde. Alors, j'avais une question, Paul. Tout à l'heure, tu as parlé de fresques numériques, enfin comment ça peut se faire, enfin ce qui était un des exemples. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce que les collectifs, on va dire, s'impliquent dedans ou pas. En tout cas, Ouais, c'est quelque chose qui est relativement très à la mode, enfin qui se fait régulièrement. Enfin, en tout cas, ces dernières années, quoi. Voilà. Complètement. Effectivement, les collectifs de salariés, ils ont cet enjeu de sensibiliser autour d'eux. On a en particulier une forte interaction entre la fresque du climat et les collectifs de salariés, en tout cas historiquement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fresques, et notamment des fresques métiers qui peuvent s'adapter à la structure, et donc parfois c'est jugé plus pertinent de faire ces fresques-là. Mais les premiers gros collectifs de l'association, ils datent de 2019, 2020, 2021, et c'est le moment de l'explosion de la fresque. Et comment ça s'est fait? Il y a deux dynamiques possibles. Il y a des collectifs qui se sont créés et pour lesquels la première action, ça a été de déployer la fresque à grande échelle. Et donc de sensibiliser tous leurs collègues, au départ souvent sur leur temps perso ou le temps du midi, et petit à petit en obtenant un mandat de la direction pour le faire, et donc du temps dédié. Et donc dans ce cas-là, le collectif avec un accélérateur de la fresque, ça a aussi pu se faire dans l'autre sens. Des directions ou des salariés qui lançaient une initiative de déploiement de la fresque du climat, et donc en fait un groupe de fresqueurs qui petit à petit se demande quoi faire d'autre et se dit que ce serait l'occasion de discuter de ces actions qu'ils ont envie de faire, et ça c'est un collectif. Un groupe de salariés qui se réunit régulièrement pour discuter d'actions, c'est un collectif. Et donc on a vu pas mal de dynamiques comme ça nous dans le réseau. Même aujourd'hui, des collectifs qui ont pour ambition d'aller plus loin que la sensibilisation, ils passent souvent par la sensibilisation, ne serait-ce que pour recruter leurs membres. C'est une bonne manière de trouver de nouvelles personnes que de les fresquer, et à la fin de l'atelier, de leur demander, bon, bah, maintenant qu'on a dit tout ça et qu'on partage à minima les constats, quoi faire? On est un groupe de salariés qui se réunit régulièrement pour proposer des actions. Viens continuer la discussion avec nous. Et c'est quelque chose qui est actionnable, qui ne fait pas trop peur à des salariés qui ne savent pas forcément à quel point ils vont pouvoir donner du temps, etc. Et c'est la porte ouverte à une discussion. C'est pas encore des actions trop ambitieuses et qui donc rassureraient pas de potentiels futurs membres du collectif. Donc ouais, il y a une forte interaction entre la fresque, en particulier la fresque du climat, et un collectif de salariés. Merci Paul. Si ça vous va, parce que j'en vois pas d'autres dans le chat, j'enchaîne avec la suite de la présentation. Il y a Jean-François qui a une question, qui a levé la main. Je t'écoute. J'avais également une question dans le chat. Je me disais, c'était peut-être l'occasion de demander sur les participants, est-ce qu'il y a des personnes qui sont animateurs de fresques? Vous pouvez lever la main, juste simplement pour pouvoir le voir. Je sais pas s'il y en a... en dehors de moi, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Si, il y a une personne qui a levé la main. D'accord. Voilà, c'était juste pour se rendre compte. Oui, d'ailleurs, si j'ose me permettre, on est un peu seul là. Ça va faire des petits. Paul, il y a une question dans la conversation, donc je me permets de poser. Quelles sont les différences entre un collectif de salariés et un groupe de ressources employées?
Michel? Ouais, très bonne question. Alors, par groupe de ressources employées, je pense qu'on entend la traduction française de employés ressources group, les ERG, qui est qui vient du monde anglo-saxon au départ. Les ERG, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un groupe de personnes qui se réunit la plupart du temps pour représenter ou pour discuter de la représentation d'une sous-population de la boîte dans la structure, et en particulier en lien avec le secteur. Ça va souvent être un enjeu, par exemple, les femmes dans la finance. C'est ce type de RG qui existe beaucoup dans les banques américaines au départ, et qui s'est étendu à toutes les entreprises américaines, et maintenant à des entreprises américaines basées en France, et parfois à des entreprises non américaines. C'est exactement ça. Un collectif, c'est un ERG. C'est juste que dans la culture, ça vient pas du même endroit, et donc c'est pas forcément des instances qui ont vocation à proposer énormément d'actions, et en tout cas à avoir une stratégie d'influence. Ça va plutôt être dans les modes opératoires que ça va pouvoir différer. Mais la plupart des collectifs qui existent chez nous, qui sont dans des entreprises américaines basées en France, utilisent l'ERG pour expliquer ce qu'ils sont. Ils disent: je suis un ERG des salariés engagés sur l'écologie. Typiquement, un des 27 collectifs cofondateurs, c'est le collectif du BCG, du Boston Consulting Group, et eux, ils sont présentés exactement comme ça. On est l'ERG des salariés intéressés par l'écologie. Donc c'est exactement ça, je rejoins tout à fait la question. Je ne sais pas si ça en soulève d'autres, parce que c'est vrai que c'est une question intéressante avec quoi on peut comparer. J'avais une question de la part de Cyril. Qu'appelez-vous fresque exactement, en fait? C'est dans la continuité, donc... Ouais, alors là, pour le coup, j'en suis pas particulièrement spécialiste. Moi, ce que j'appelle fresque, c'est un atelier délimité dans le temps qui permet de partager des enjeux de manière collaborative et la plupart du temps ludique. On n'est pas dans un partage descendant, mais plutôt dans le fait de permettre aux participants de comprendre eux-mêmes ce dont ils sont en train de discuter. Et donc aujourd'hui, on a au moins une cinquantaine de fresques, je crois, qui s'intéressent soit à des enjeux spécifiques, la fresque de la rue, la fresque du sexisme, etc., ou des fresques qui s'intéressent à un secteur. Dans ce cas-là, c'est souvent sur les enjeux de la transition écologique, la fresque du numérique, etc. Nous, on en a vu beaucoup. Il y a une organisation qui regroupe ces fresques, qui s'appelle Fresqueur, FERSKR, et que je vous invite à aller voir. Bonjour, je crois qu'il y a quelques questions dans le chat classique, dont une question de Laure qui demande quelles sont vos synergies avec les syndicats. C'est une question hyper intéressante. Alors, historiquement, il n'y en avait pas. L'association, elle a commencé par une conférence de presse suite à la publication de la tribune. Et là, la première question, c'était quel est votre lien avec les syndicats? Personne s'y attendait parce qu'en fait, les 27 collectifs cofondateurs n'avaient pas particulièrement pensé le sujet. Il se trouve qu'avec le temps, on a mieux compris ce qui se passait en local avec les syndicats, et on a eu plus d'exemples sur ces sujets. La réalité, c'est que on a des interactions qui sont très variées en local entre syndicats et collectifs de salariés. On a des collectifs de salariés qui connaissent très bien leur CSE et qui interagissent régulièrement avec eux, en particulier parce qu'ils proposent des actions qui sont qui sont proches d'actions déjà proposées par le CSE ou qui sont proposées en commun, ou qui ont attrait à des prérogatives du CSE, en particulier les activités sociales et culturelles, les ASC. Et donc dans ce cadre-là, il y a une collaboration à créer, ou à minima comprendre ce qui est de l'ordre des prérogatives du CSE et ne pas braquer un CSE qui par ailleurs peut être un allié sur ces sujets-là. On a donc ces situations de travail en commun, de collaboration. On a des situations où les équipes, à la fois côté CSE et côté collectif, se connaissent, mais n'interagissent pas outre mesure sur certains projets. Des interactions des situations où ils ne se connaissent pas du tout et où en fait c'est un impensé des deux côtés. Et nous, en tant qu'association, les collectifs, on ne recommande pas cette situation. On pense que c'est important qu'ils se connaissent et qu'ils puissent interagir. Et les deux derniers cas de figure qu'on va avoir, il y en a un qui est relativement courant, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui ont une double casquette, qui sont à la fois au CSE et dans le collectif. Et ça arrive beaucoup, et c'est plutôt quelque chose qui est intéressant parce que ça permet des interactions qui sont d'autant plus riches parce qu'on comprend l'ordre du jour du CSE, on comprend ce qui peut traiter, le budget qu'ils ont aussi.
Et le dernier cas de figure, qui est le plus rare mais qui existe, c'est des relations qui se passent pas très bien. Parce que notamment un collectif peut débarquer avec plein de propositions et en fait ça torpille des propositions du CSE où ça vient pas du tout dans la même temporalité parce que le collectif a pas en tête où en sont les discussions entre le CSE et la direction par exemple. Ou alors que le CSE s'est absolument pas saisi des enjeux écologiques et donc que le collectif est plutôt là pour dire bah, attendez, c'est dans vos prérogatives, il faudrait que vous avanciez. Et ça me permet de le dire. Depuis la loi climat et résilience, les CSE ont des prérogatives environnementales et peuvent par exemple créer une commission environnement où peuvent siéger des non-élus, des gens qui ne sont pas élus au CSE, qui doivent être nommés par le CSE. Et dans ce cadre-là, nous, on a des collectifs qui sont en fait des commissions environnement du CSE. Et donc, c'est des interactions qui peuvent être encore plus fortes. Donc en local, tout peut arriver. À l'échelle nationale, nous, on connaît la plupart des syndicats et on n'a pas vocation à être un syndicat. Et en particulier, il y a des syndicats qui parlent très bien de la dimension écologique, notamment Printemps écologique, qui est vraiment spécialisé là-dessus. Mais nous, on est plutôt là pour expliquer à ces collectifs de salariés que les CSE, ils existent, ils ont des prérogatives environnementales, il faut bien comprendre ce qu'on peut faire avec eux. Et j'y reviendrai, mais dans notre parcours de formation, on a une partie sur la dimension syndicale. Je ne sais pas s'il y a une autre question, ou sinon j'enchaîne. Il y avait une dernière question, c'est quelles sont, enfin c'est dans la continuité je pense, quelles sont les interactions avec les directions RH? C'est une très bonne question aussi. Les interactions, globalement, ils se connaissent. Contrairement au CSE, le point commun entre toutes ces initiatives, c'est que les directions RH et les directions RSE aussi connaissent ces collectifs. Déjà pour une bonne raison, c'est que un collectif, ça se pose très souvent la question de ce qu'il a le droit de faire et ce qu'il n'a pas le droit de faire. On a des recommandations sur beaucoup de sujets sur ça, nous. En particulier, le fait qu'un collectif doit toujours avoir en tête qu'une option, c'est de pas particulièrement demander l'autorisation, mais de montrer ce qu'on veut faire et d'expliquer ce qu'on veut faire sans poser la question est-ce que j'ai le droit de, mais prévenir. Ce qui est un bon intermédiaire entre ne pas demander l'autorisation et la demander. Et du coup, ça implique quand même, dans tous les cas, d'interagir avec la direction pour éviter qu'ils apprennent une initiative ou qu'ils apprennent même la création du collectif autrement que par des moyens détournés, autrement que par une réaction épidermique qu'ils pourraient avoir. Et ça, ce serait dommage. Donc les interactions avec les directions RH, elles se font la plupart du temps dès le départ, dès la création du collectif, potentiellement par des réunions régulières. Les réunions régulières se font souvent plus avec la direction RSE. Et la direction RH, on aura plutôt des interactions sur le thème de ce qu'on peut utiliser dans les moyens de l'entreprise, sur le thème de la formalisation des ressources du collectif. Une demande de beaucoup de collectifs, c'est d'avoir du temps alloué pour les actions du collectif ou d'avoir un budget ou les deux. Et ça va potentiellement être des interactions avec la direction RH qui vont pouvoir se faire. Et le dernier élément, c'est que la direction RH a souvent la main sur un certain nombre de sujets sur lesquels le collectif veut mener des actions. Je pense en particulier aux enjeux de formation. Dans ce cadre-là, c'est tout aussi intéressant d'avoir la direction RH régulièrement dans un point avec un ordre du jour qu'on peut arriver à cadrer. Mais c'est ces interactions avec la direction qui sont vraiment le lieu, enfin le cœur un peu de ce sur quoi on peut aider des collectifs de salariés, nous, du côté de l'association, parce que ces collectifs vont réussir, ou en tout cas proposer des interactions avec la direction qui, en fait, portent une stratégie d'influence, qui portent une manière de faire évoluer le modèle d'affaires ou les modèles d'affaires. Et donc, dans ce cadre-là, il faut réussir cette interaction. Donc, nous, c'est vraiment sur ça qu'on aide des collectifs, et ça, c'est entre autres à ça qu'on sert. Ça vous va, j'enchaîne avec la suite de la présentation Ouais, et je pourrais revenir sur d'autres questions par la suite. Et donc, pour expliquer, nous, ce qu'on fait, spécifiquement pour aider ces collectifs, on a 3 grands axes d'action. On est déjà là pour faire réseau, pour faire en sorte que ces collectifs, ils se connaissent et qu'ils interagissent et qu'on puisse leur partager des compétences et des connaissances. Donc déjà, pour ça, on a un programme de formation à la création collective qui s'appelle les expéditions, qui sont des sessions en pair à pair où on partage des conseils sur comment créer son collectif. C'est des sessions où on partage à la fois les conseils de l'association, des témoignages de membres de collectifs, et où le but est quand même de poser des questions et d'avoir des réponses, et donc d'écouter aussi les questions-réponses des autres, et c'est ça qui est souvent très riche pour des collectifs qui sont là-dedans, ou des salariés seuls, parce que quand on veut créer son collectif, souvent on démarre seul.
Et d'ailleurs, un des sujets sur lesquels l'association des collectifs peut vraiment aider, et je vous incite à nous contacter si c'est un enjeu pour vous, c'est qu'on est très souvent contacté par des salariés dans des structures où soit il y a déjà un collectif, soit il n'y en a pas encore de collectif, mais on a déjà été contacté par le passé par d'autres salariés qui voudraient eux aussi créer un collectif dans la structure. Et donc ça arrive très régulièrement qu'on mette en lien des salariés qui ne se connaissent pas, mais qui veulent tous créer un collectif dans la même structure. Et c'est d'autant plus facile de démarrer comme ça quand on a déjà quelques salariés tous intéressés et qui connaissent déjà le concept. Donc ça, c'est une de nos actions. Être un réseau, ça veut dire passer du temps au téléphone ou en visio avec ses salariés engagés pour répondre à leurs questions. Pareil, il ne faut pas hésiter si c'est un besoin pour vous. Et en particulier, on est là pour mettre en lien. J'ai expliqué l'exemple de mettre en lien des salariés de la même structure qui voudraient tous créer un collectif, mais on met aussi beaucoup en lien les collectifs entre eux pour qu'ils puissent échanger et se partager leurs bonnes pratiques sur j'ai mené telle action, mais en fait, derrière, j'aimerais bien mener une autre action qui est assez liée, et j'ai vu que tel collectif l'avait mené, est-ce que je pourrais être mis en lien? Ça, c'est quelque chose qui nous arrive assez souvent. C'est le but de l'association aussi, c'est de permettre à ces collectifs qui, pour la plupart, n'ont pas pignon sur rue, pour la plupart ne communiquent pas, et on n'est pas là pour les visibiliser si eux ne le souhaitent pas, mais que nous, on puisse les mettre en lien avec d'autres collectifs qui partagent les mêmes engagements. Faire réseau, c'est aussi avoir des communautés locales, j'en ai déjà parlé, et avoir un réseau international, j'en ai déjà parlé aussi, j'y reviens pas, mais n'hésitez pas si vous avez une question sur ça. Au-delà de ça, on est là pour aider des collectifs et des salariés sur 2 problématiques spécifiques, et donc créer des projets intercollectifs sur ces sujets. Les 2 problématiques spécifiques sont les actions que vont mener ces collectifs et les sujets humains, plus intangibles, d'interaction en interne dans la structure. Je reviendrai sur ça parce que j'ai bien conscience que c'est un peu abscon dit comme ça. Mais sur les actions que vont mener ces collectifs, on a 2 grands outils du côté de l'association, à la fois l'Atlas des actions, qui est notre sorte de Wikipédia, les actions déjà menées par des collectifs du réseau dans leur structure. Donc c'est des fiches actions qui partagent en quelques catégories des actions qui sont effectivement menées. C'est pas une liste de ce qu'on aimerait voir advenir dans des boîtes, c'est des choses qui ont été effectivement faites. Pour lesquelles on a plus de détails si jamais un collectif veut creuser, parce que ces fiches sont anonymisées, mais on peut tout à fait mettre en lien avec le collectif qui a déjà mené l'action. L'association d'action est là pour aider les personnes, quelle que soit leur situation. Il y a des actions qui sont plutôt rapides à faire, des actions qui sont très ambitieuses, et tout ce qu'il peut y avoir entre ces 2 extrêmes. Et donc, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, et notamment, même si on n'a pas de collectif, ça peut tout à fait être utilisé, et c'est le but de cet outil. La deuxième chose qu'on fait sur les actions que peuvent mener ces collectifs, c'est qu'on a des groupes thématiques intercollectifs sur des problématiques qui sont montées par des collectifs du réseau, où on n'a pas de grande réponse à ça, on n'a pas un collectif qui a déjà mené une action très poussée sur le sujet et qui pourrait aider les autres, mais on est plutôt sur une problématique où en fait ils pourraient chercher ensemble. Et donc c'est ce qu'on fait, on crée des groupes thématiques intercollectifs pour qu'ils mutualisent leurs forces et pour qu'ils creusent ensemble certains sujets. On en a déjà eu 3 sur les voyages d'affaires, sur l'éco-anxiété et sur l'épargne salariale. Donc à chaque fois, quelles recommandations un collectif peut porter sur la politique voyage d'affaires de sa boîte. Et donc c'est des sessions régulières où le groupe, constitué d'une dizaine de personnes, de 7 ou 8 collectifs différents, va travailler à comment répondre aux grandes questions qu'ils se posent sur ces sujets. Et travailler à un rendu qui sera accessible ensuite à toute la communauté. On en a plein d'autres en préparation, en particulier 2 qu'on va lancer d'ici un mois sur l'internationalisation de son collectif. Comment, une fois qu'on a un collectif basé en France, on s'internationalise dans la boîte, avec notamment des enjeux culturels qui sont assez intéressants. Et le deuxième qu'on compte lancer en même temps, c'est un groupe thématique intercollectif sur la sobriété numérique. Si vous avez un collectif, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Et donc ça, c'est tout ce qu'on peut faire pour aider les actions menées par les salariés engagés. Pour les aider sur les sujets plus humains, on a un parcours de formation qui s'appelle Passeport Collectif. C'est le moment où je dis que tout ce que je viens d'évoquer depuis le début, tout est gratuit. Donc pareil, il n'y a pas de contrainte à nous demander d'aide. Passeport Collectif, c'est 2 supports, un support vidéo et un support parcours programme d'accompagnement, comme l'expédition. En fait, l'expédition que j'évoque en haut à gauche du premier axe, ça fait partie de Passeport Collectif en fait. C'est à la fois donc des vidéos et un programme d'accompagnement adossé à ces vidéos.
Dans ces vidéos, on partage en accès libre, du coup, des conseils de l'association, des témoignages de membres de collectifs, des témoignages aussi de personnes experts de problématiques connexes à l'engagement des salariés, donc des directions RSE. On a Karine de Boissezon, la directrice RSE d'EDF, et Fabrice Bonifay, le président du C3D et le directeur RSE du groupe Bouygues. On a Gaëtan Brispierre, le sociologue que je mentionnais tout à l'heure. On a Anne Lecor, la fondatrice du Printemps écologique. On a des représentants de Les Nouveaux Géants, Make Sense et d'autres organisations que j'oublie. Et Passeport collectif, ça s'intéresse à 2 problématiques spécifiques. Comment créer son collectif, d'une part, et comment faire de son collectif une partie prenante reconnue. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour que son collectif devienne un cadre de discussion qui peut interagir avec la direction régulièrement et au long cours. Et donc là, on parle plutôt des enjeux de stratégie d'influence et d'interaction avec la direction, sans oublier les enjeux plutôt d'organisation et de pérennité du collectif, donc animation du groupe, motivation des membres, recrutement, etc. Donc c'est vraiment un programme en deux modules, comment on crée son collectif, et ensuite comment on fait de son collectif une partie prenante reconnue. C'est notre contenu le plus à jour, ça a été publié il y a 2 mois, donc n'hésitez vraiment pas à aller regarder ça, et comme tout ce que j'ai évoqué, c'est gratuit. Le dernier axe d'action, mais je ne vais pas y revenir très longtemps, c'est plutôt nos actions de plaidoyer pour expliquer ce qu'est un collectif et à quoi sert l'association Les Collectifs. Ça, c'est pour finir de présenter ce que fait l'asso. Kevin, je vois qu'il y a une question. Vas-y, dis-moi. Oui, il y a 2 questions qui sont arrivées. Alors, le premier, de la part de Christian Border, c'est outre les sujets environnementaux, sur quel autre type de sujets les collectifs travaillent? Donc, tu as déjà, je pense, donné quelques réponses, dont par exemple l'épargne salariale. Enfin, il y a 2-3 autres sujets, si tu peux un peu Ouais, plus étayer. carrément. Voilà. Effectivement, le point commun de notre réseau, c'est qu'on regroupe des collectifs qui sont engagés partiellement, majoritairement ou totalement sur les enjeux écologiques. Mais on en a beaucoup pour qui c'est partiellement ou majoritairement. Et en particulier, souvent, c'est des enjeux écologiques et sociaux. C'est pour ça que nous, on parle de transition écologique et sociale. En particulier, je pense que les actions qui ne sont pas sur la transition écologique, qui sont les plus déployées par nos collectifs, ça va être soit des enjeux de diversité en interne dans la boîte, soit des enjeux d'éducation, d'insertion, d'inclusion en fait. Et donc ça, on va avoir des actions là-dessus. Sur les parts salariales, c'est souvent avec un prisme transition écologique qu'il va y avoir des actions de collectif, en particulier pour faire la lumière et donc avoir de la transparence sur ce que veulent dire les labels donnés dans les fonds qui sont proposés aux salariés dans l'épargne salariale de la boîte. Donc oui, c'est tout à fait possible d'avoir un collectif sur d'autres enjeux. Et d'ailleurs, il y a plein de collectifs qui n'ont rien à voir avec la transition écologique, qui pour le coup, ceux qui n'ont rien à voir avec, qui mènent aucune action là-dessus, ne sont pas particulièrement dans notre réseau. Mais il y a beaucoup de collectifs en France, notamment sur les enjeux LGBT, par exemple, les enjeux de diversité, etc., ou les enjeux de droits des femmes. Ça existe dans beaucoup de boîtes. Et d'ailleurs, c'est souvent des collectifs, soit qui font tout, il y a un collectif qui fait tous ces enjeux, soit des collectifs spécifiques pour chacune des actions. Et là, on sent l'influence des ERG dont on parlait tout à l'heure sur ces enjeux-là. Très bien. Dans la continuité, est-ce que tu as des exemples des actions d'éducation qui ont été menées? Oui, alors l'action la plus typique, et c'est une action de la tasse des actions, c'est l'accueil dans la structure de stagiaires de 3e de milieux défavorisés. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup, nous, dans des collectifs du réseau. Plus largement, une ouverture de l'entreprise ou de l'organisation sur les formations diplômante sur le sujet ou plus largement absolument pas diplômante et plutôt généraliste et juste pour une ouverture d'esprit sur ce que fait la boîte. Et donc c'est cette ouverture que va proposer souvent un collectif. Et d'ailleurs c'est un des principaux atouts d'un collectif, c'est d'avoir un pied dans la société civile. C'est la plupart du temps pas ils n'ont pas la plupart du temps pas de cadre formel dans lequel ils existent dans la boîte, c'est un groupe souvent informel, même si certains collectifs sont des associations loi 1901. Et donc en fait, ils ont un fort lien avec la société civile, avec l'externe, et donc ils peuvent interagir en proposant des actions avec tel asso local, avec telle université ou école ou collège ou lycée qui existe localement aussi. Et ça, c'est une des forces d'un collectif. Ouais. Et j'avais une autre question, cette fois-ci pour si de la part de Cyril, si nous sommes un collectif uniquement composé de bénévoles au sein d'une association,
qu'on veut monter en puissance, est-ce qu'on peut vous contacter? Oui, vous pouvez nous contacter. Et, il se trouve qu'il y aura des problématiques qui vont pas être les mêmes, notamment parce que transformer de l'intérieur une organisation quand on est salarié, il y a des problématiques qui sont spécifiques au fait d'être salarié. Mais avec plaisir. Et en plus, on pourra. Enfin, il y a des cas de figure il y a des sous-cas de figure à l'intérieur d'être bénévole dans une asso qui s'apparente d'autant plus à être un collectif et d'autres où en vrai ce sera relativement éloigné. Donc avec plaisir pour nous contacter, pour à minima explorer, voir ce sur quoi on peut aider, ce sur quoi on est moins utile. Avec plaisir. Et il y avait également une question de Nicolas. Constatez-vous un nombre moyen d'adhérents à un collectif donné ou bien est-ce très différent d'une structure à l'autre? Ouais, c'est vraiment très différent. Quand même, le nombre. Enfin, quand je dis que le plus bas c'est 4 ou 5, la plupart des collectifs, c'est une dizaine enfin 8 à 10 personnes vraiment investies et une vingtaine de membres. Ça, c'est le cas qui existe le plus dans le réseau. Le deuxième cas qui existe le plus, c'est plutôt la vingtaine de membres très actifs et les 80, 150 personnes qui sont un peu plus sympathisantes. Ça, c'est le cas de figure, les deux cas de figure qui existent le plus, je dirais. Évidemment, du coup, ça dépend fortement de la structure. On a des collectifs dans des PME. Bon, le deuxième cas de figure que j'évoque, il est impossible dans une PME. Et les collectifs qui sont cantonnés à une filiale ou à un seul site, pareil, ça va vite être limité en nombre. Et dans la manière dont j'ai répondu à la question, on voit bien qu'il y a aussi un enjeu, c'est que les membres du collectif ne sont pas engagés au même niveau. Ça, c'est très clair. On a des membres qui sont plus ou moins actifs. On préfère parler nous de sympathisants que de membres passifs parce que c'est moins péjoratif. Mais de fait, il y a des collectifs. La plupart des collectifs vont quand même fonctionner avec des membres plus présents et donc qui vont constituer une sorte d'équipe cœur, comme un bureau d'une association en fait. Et ça c'est OK. Il n'y a absolument aucun problème à ce qu'un collectif fonctionne comme ça. On a un mode de fonctionnement qui permet de d'avoir un engagement un peu plus à la carte, un peu plus qui va correspondre à plus de personnes, c'est le mode de fonctionnement par cercle thématique. C'est-à-dire d'avoir un collectif qui a une équipe cœur, certes, qui se réunit régulièrement pour piloter un peu les différentes actions du collectif, mais avec des cercles thématiques qui vont mener les actions spécifiques sur leur domaine, souvent de prédilection. C'est souvent par envie qu'on est dans un cercle thématique donné. Par exemple, le cercle thématique épargne salariale, le cercle thématique mobilité, le cercle thématique restauration collective, etc. Et qui vont permettre d'utiliser les énergies des gens là où ils ont envie de la mettre et pas de la cramer, cette énergie et cette motivation, dans d'autres sujets qui vont faire en fait que ces gens vont pas rester dans le collectif ou vont devenir des membres plutôt passifs qu'actifs. Et donc ça, c'est un mode de fonctionnement qui fonctionne bien. Pour vous donner un exemple, le collectif d'EDF, ils sont 1600. 1700 je pense maintenant. Ce collectif, il fonctionne par cercle thématique. Ils ont une équipe cœur qui se réunit régulièrement, mais en fait, ils sont très décentralisés en plein de cercles thématiques pour que les sujets avancent indépendamment de l'équipe cœur, pour permettre cet engagement intermédiaire. C'est pas parce que tu t'engages plus dans le collectif que tu es forcément dans l'équipe cœur qui se réunit une fois par semaine. Enfin, c'est quelque chose qui peut vite devenir lourd. Et ça, c'est assez utile, notamment pour un collectif avec autant de membres que celui d'EDF, et notamment pour un collectif comme celui d'EDF, qui a aussi l'enjeu d'avoir des dynamiques locales. C'est un collectif qui est issu du regroupement de plein de collectifs qui préexistaient à ce grand collectif national, qui étaient des collectifs qui existaient dans chacun des sites. Et donc, ils ont quand même pour enjeu de maintenir ces dynamiques locales et donc de ne pas venir phagocyter tout ce qui se fait en local. Et donc, en fait, in fine, il se passerait que des choses en national et plus du tout dans chaque site. Mais l'organisation de chaque collectif, elle dépend beaucoup de l'historique de ce collectif, comme je le montre avec l'exemple d'EDF, mais aussi des contraintes de la structure. Il est plus ou moins facile de parler avec des gens d'autres sites, il est plus ou moins facile de se parler sur les horaires de boulot ou de se parler sur les horaires du soir, du week-end, du midi. Enfin, ça va vraiment dépendre de chaque structure. Et donc, l'organisation en découle souvent. Merci, Paul. Je finis la présentation et après, je laisse la main aux dernières questions qu'il pourrait y avoir. Et donc en fait, ces collectifs de salariés dont on parle depuis le début, indépendamment de ce que fait l'association des collectifs, ils sont très variés sur le terrain. Il y a quand même des grandes tendances qui se dégagent sur ce que peuvent faire ces collectifs et sur surtout leur intérêt, à quoi ils servent. Un des enjeux déjà, c'est que ces collectifs, ils vont permettre d'avoir des personnes qui vont s'engager au-delà de leur fiche de poste. C'est la plupart du temps des gens qui s'engagent alors même qu'ils n'ont pas les enjeux de la transition écologique ou de la RSE dans leur métier. Ça n'empêche pas des responsables RSE ou des
ou des salariés de la direction RSE de participer à un collectif ou de l'impulser. Enfin, on pourra y revenir si c'est un enjeu pour vous. Mais le cas majoritaire, c'est souvent que les membres d'un collectif ne sont, dans leur majorité, n'ont pas ça dans leur fiche de poste. Et c'est d'autant plus intéressant parce que ça va créer, et là je parle plutôt de la case en bas à gauche, ça va créer des ponts hyper intéressants entre leur métier à eux, et donc leur lien avec le terrain et leur engagement sur ces sujets, parce qu'ils vont proposer des actions qui sont en lien avec ce qu'ils font. Alors même que eux connaissent bien l'ADN de l'organisation. Et pour une entreprise, là je me mets du point de vue de la direction RSE par exemple, ou de la direction générale, c'est d'autant plus intéressant que du coup ils ont ce double regard que n'ont pas forcément des structures externes, que ce soit des structures externes plutôt activistes, la société civile, ou des structures externes plutôt type cabinet de conseil. Faut pas les voir comme des travail gratuits, vraiment pas. En revanche, les voir comme des gens qui sont capables de proposer des choses en lien avec le terrain, en lien avec les contraintes et en lien avec leur engagement et leur auto-formation souvent sur ces sujets de la transition écologique. Ça, c'est une vraie force pour une structure. Et c'est cette approche qui fonctionne bien. En particulier, quand une direction RSE comprend bien ces enjeux. Et comprend bien que une direction RSE, c'est une force, c'est une opportunité. Pardon, un collectif de salariés, c'est une force, c'est une opportunité, parce que ça va permettre aux enjeux de la transition écologique et sociale d'avancer sur deux jambes, avec à la fois une direction qui est en charge de ces sujets, et un collectif de salariés qui les pousse aussi. Et quand je dis ça marche sur deux jambes, c'est qu'il y a quand même tout un tas de figures en fonction des actions. On va avoir des actions qui sont proposées par le collectif, qui sont reprises par la direction, des actions qui sont proposées par la direction et qui peuvent être interrogées par le collectif pour les pousser à aller dans une autre direction ou dans une direction plus ambitieuse. On va avoir un collectif qui va proposer des choses qui vont venir boucher les trous dans la raquette d'une direction, qui vont pouvoir venir interroger une stratégie, notamment une stratégie RSE, mais plus globalement la stratégie de la structure. Et ça, c'est hyper riche pour pouvoir avancer. Et c'est vraiment l'enjeu du pour-pouvoir que j'évoquais tout à l'heure, la ligne de crête entre interroger et proposer de nouvelles choses. Nous, la manière dont on qualifie l'impact de ces collectifs de salariés, c'est qu'ils ne peuvent pas faire tout seul. Un collectif de salariés ne va jamais pouvoir faire transitionner sa boîte s'il n'y a aucun autre acteur dans la structure qui peut les aider. En revanche, le point commun, c'est qu'ils vont pouvoir venir accélérer une transition, que ce soit dans des cas de figure où il y a des directions qui sont absolument pas volontaristes, et du coup, le collectif est plutôt là pour essayer de faire en sorte que les choses se passent, préparer un terreau fertile, proposer des choses, et le jour où il y a un revirement, que ce soit à la direction, que ce soit au niveau du marché, que ce soit au niveau des attentes des consommateurs, que ce soit au niveau de la régulation, le collectif, en fait, il va d'un coup pouvoir dire, mais attendez, mais moi, j'ai déjà tout préparé, on y va, on a déjà réfléchi à ces enjeux, et ça, c'est un grand accélérateur. Et j'ai pas besoin de vous parler de l'accélérateur que peut être un collectif quand il y a des directions volontaristes. Là, ça se passe d'autant mieux. Le point sur lequel je peux revenir en particulier, c'est la dimension greenwashing, un collectif. Et nous, on a un collectif dans le réseau dont c'est le cas. C'est un formidable garde-fou sur ces enjeux. Et c'est là où ça peut être un fort argument pour la direction, vis-à-vis de la direction, d'expliciter que on connaît un collectif qui connaît bien les enjeux de la transition écologique et qui connaît bien les enjeux de l'entreprise. Il sera à même de dire si une communication reste dans les clous ou pas d'un point de vue greenwashing. On a par exemple un collectif du réseau qui a un droit de veto, un droit de regard sur toutes les communications externes de sa boîte. Et on parle d'une grosse boîte. Et c'est quelque chose d'assez marquant qu'une direction ait compris l'intérêt d'un collectif sur ça. Je vous ai déjà parlé des opportunités et des liens avec la société civile. La dernière chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est plutôt la démographie de ces collectifs, parce que c'est souvent une question qui vient assez vite. On estime qu'un collectif souvent représente plutôt bien sa boîte d'un point de vue démographique, en particulier en termes d'âge, de métier, de seniorité. La seule problématique souvent sur laquelle il y a c'est pas une représentation parfaite, c'est souvent sur la dimension femmes-hommes, où le collectif est souvent plus féminin que la boîte. Mais au-delà de ça, on a des collectifs qui sont à peu près représentatifs de leur boîte et qui ont un fort enjeu d'essayer de ne pas être que des collectifs de cadres. Ça, c'est un enjeu fort pour un collectif, et notamment d'arriver à toucher tous les métiers. Et sur ça, on a des conseils aussi. J'enchaîne avec le dernier élément dont je voulais parler, et après je passerai la main à la salle pour les dernières questions. C'est Passeport Collectif, le parcours de formation que j'évoquais tout à l'heure, qui est un parcours de formation entièrement gratuit, basé sur une série de vidéos et une
un programme d'accompagnement adossé à cette série de vidéos. N'hésitez vraiment pas, ça répond à beaucoup de questions de ce qu'on peut évoquer. Ça peut se picorer aussi, vous pouvez regarder certains épisodes. Et ça a été créé avec le soutien de l'ADEME. Donc voilà, c'était pour finir par Passeport Collectif, qui est notre gros projet de l'année. Du coup, il y avait une question toute faite concernant le passeport collectif. Exactement. Ah, parfait. Est-ce qu'il y a un lien pour y avoir accès? Tout à fait. Je peux arrêter de partager mon écran et vous le mettre dans le chat. Très bien. Je te donne la main, Eddy, pour les autres questions. Yes. Oui, l'autre question, en fait, j'avais posé une question, mais je pense que tu as plutôt plus ou moins bien répondu. C'était quels sont les leviers justement les plus efficaces pour embarquer le management dans des démarches de transformation? Qu'est-ce que le Alors, collectif justement ouais, peut faire? Que vous non, accompagnez c'est une très bonne question. quel management? Donc souvent, le levier, c'est convaincre. On passera pas par autre chose, et notamment la coercition, c'est pas forcément un collectif, il n'a pas forcément cette arme-là. C'est pour ça qu'on parle de pour-pouvoir et pas de contre-pouvoir. Donc je vais le mettre dans le chat le lien de passeport collectif. Donc les leviers, c'est convaincre. Et comment convaincre? On n'est pas à la place des salariés dans leur structure, on ne sait pas forcément dans quelle situation est leur direction. Donc il y a des leviers de discussion et des arguments qui sont quand même assez variés. Nous, on estime que l'argument de la pérennité, c'est un argument qui fonctionne bien dans beaucoup de structures. Alors, pas partout, malheureusement, mais l'argument pour la pérennité de la structure, écoutez, nous, on est des salariés qui s'intéressent au futur de notre structure, parfois avec l'angle du métier. C'est-à-dire que notre métier va être amené à évoluer. Par exemple, quand on est un collectif du secteur de l'assurance, notre métier il va être amené à évoluer sur les enjeux de la transition écologique. Et donc, voilà, on y a déjà beaucoup réfléchi, on aimerait bien avancer avec vous, on a plein de propositions. Et ça marche très bien, c'est l'évolution du métier. L'évolution, plus largement, la pérennité au sens où notre métier ne va pas être amené à être évolué, mais la situation va tellement s'aggraver que la pérennité de la structure peut être affectée. Ça, c'est un argument qui peut résonner. Alors, pas dans toutes les boîtes. On le voit par exemple avec la Convention des entreprises pour le climat, qui est une forte réussite, mais qui touche une typologie de boîtes souvent qui ont une vision du long terme, notamment parce que c'est des entreprises familiales et pas forcément les entreprises cotées qui ont moins cette vision long terme. Ça se voit pour la CEC, ça se voit aussi pour un collectif qui, l'argument de pérennité va potentiellement moins fonctionner. Dans ce cadre-là, si l'argument fonctionne moins, on aura toujours l'enjeu de les salariés, c'est une attente des salariés. On n'est pas juste dans une attente de la société civile, on n'est pas dans une attente des citoyens, on n'est pas forcément dans une attente de la régulation. Les salariés vous demandent des actions là-dessus, et d'ailleurs ont des propositions spécifiques qu'on va pouvoir chiffrer avec vous et qu'on peut présenter comme une opportunité aussi. Et là, c'est aussi dans ces cadres-là, dans le moment où ces arguments marchent moins, que avoir une direction RSE qui aide, c'est utile. Une direction RSE qui fonctionne sous la forme d'un allié. C'est là où je parle d'un autre conseil qu'on a, nous, à l'échelle de l'association, c'est qu'avoir quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont des sponsors du collectif, ça aide beaucoup. Des sponsors du collectif au niveau du COMEX ou au niveau d'une direction spécifique. C'est quelque chose qui va aider un collectif. Par sponsor, on entend quelqu'un qui n'est pas dans le collectif, mais qui est un de ses alliés et qui va pouvoir faire, alors il y a différents types d'actions que peut faire un sponsor, qui va pouvoir ouvrir des portes, mettre en lien avec telle ou telle personne utile pour une action spécifique ou plus largement pour le rayonnement du collectif, qui va pouvoir plus spécifiquement ouvrir la porte du COMEX, parce que pour convaincre, encore faut-il pouvoir leur parler en direct. Un sponsor, c'est aussi l'occasion de se former et plus spécifiquement comprendre les arguments du COMEX sur telle ou telle réponse, comprendre, distiller des infos de pourquoi en fait tel arbitrage a été pris dans ce sens pour mieux comprendre ce qu'on pourrait proposer la prochaine fois ou ce qu'on pourrait proposer la semaine prochaine. Et ça, c'est un fort enjeu pour un collectif d'avoir ce niveau d'information parce que on n'a pas toujours ça. Il y a un mode de fonctionnement qui permet d'atteindre ça. C'est le mode de fonctionnement en Shadow Comex. On en parle beaucoup dans le parcours de formation Passeport Collectif. Comme on parle des sponsors et comme on parle de toutes les choses que j'ai évoquées depuis le début. Un Shadow Comex, c'est un mode de fonctionnement comme le Shadow Government en Angleterre, qui fonctionne avec un groupe de salariés, souvent restreint en nombre, qui font comme s'ils étaient le Comex et qui donc prennent des décisions factices ou de manière souvent plus
plus réalistes, interagissent avec les décisions qui ont été prises par le COMEX, et donc ont un ordre du jour qui ressemble, et donc font des propositions en lien avec ce que les décisions prises par le COMEX. On a 2 collectifs qui fonctionnent comme ça dans notre réseau. On a d'autres qui réfléchissent à demander ce mode de fonctionnement. Et on pense que c'est le plus utile. Enfin, c'est une des façons de fonctionner qui permet de s'intégrer dans la gouvernance et donc de devenir une partie prenante reconnue. Et devenir une partie prenante reconnue permet de faire accélérer la transition écologique de sa boîte. Et il est Merci 55. beaucoup, Paul, pour la clarification. Je pense qu'il nous reste 5 minutes. Exactement. Je ne sais pas si Kevin, tu veux ajouter quelque chose? Non, alors je ne sais pas s'il reste des questions. D'autres questions. Je Ouais. pense que j'ai identifié une question de Laure. Je ne sais pas si ça a été traité, qui était celle de savoir quelles sont vos synergies avec les syndicats. Si, ça a été traité. Oui, Si, Ouais, ça Ah, c'était traité. a été Ah, indiqué. ok, très bien. En tout cas, ouais. J'avais une question donc, sur le besoin de bénévoles que vous auriez au niveau de l'association, les collectifs, notamment en gestion de projet. On a un besoin de bénévoles, effectivement, au niveau de l'association des collectifs. Déjà, si vous êtes dans une situation dans votre structure où créer un collectif ou rejoindre un collectif ferait sens pour vous, si c'est une envie, et n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Il y a des infos sur Passeport Collectif, mais plus largement, nous contacter est utile. Si vous aimez bien ce qu'on fait et que ça vous parle, dites-le nous. Je vais vous mettre le lien du formulaire de contact où vous pouvez préciser que vous seriez intéressé par nous aider en bénévolat. En fait, nous, les besoins qu'on a là-dessus, c'est qu'on a un certain nombre de projets qui ont vocation à soit se déployer à plus grande échelle, soit qui ont vocation à être lancés, pour lesquels on est en train de cadrer différents éléments. On a notamment le projet de déployer tout un parcours sur le contrat argumentaire. Et plus précisément, comment convaincre en interne de l'importance de ces enjeux. Et c'est exactement la question que tu posais plutôt, Eddy, sur le lien entre convaincre le COMEX et in fine avoir des actions. Et donc ça, on a tout un projet là-dessus. On a d'autres projets sur les liens avec les CSE, des projets sur d'autres enjeux. Donc vraiment, on a un fort besoin. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Okay, merci beaucoup, Paul, pour ta conférence qui est très intéressante et instructive. Je vous dis un grand merci pour nos à peu près 90 participants qui sont présents ici. J'ai remis la slide de Jean-François donc sur PMI Pro Bono, voilà, pour rappeler 2 mots pour ceux qui sont intéressés ou partagés, avant que je passe sur les aspects logistiques avec le code PDU et le questionnaire de satisfaction. Je ne sais pas si tu veux revenir 1 minute dessus. Oui, comme disait Paul, donc vous pouvez contacter les collectifs directement et puis vous pouvez passer par nous aussi à cette adresse-là, l'adresse pmi.probono@pmifrance.org. Si vous me permettez, je ne suis pas certain que l'adresse fonctionne encore. Il faut que je vérifie ça. Ok. Ouais, voilà. Sinon, vous mettez mon adresse, je la mets dans le chat pour ceux qui veulent. Je suis désolé. Hop, je mets. Merci Bruno, je te laisse mettre du coup l'adresse et puis Oui, c'est bon, voilà. Nous de notre côté en tout cas, merci beaucoup à vous. Donc pour ceux qui ont besoin du code PDU, donc il est là, je vais mettre dans la conversation, comme ça va être plus facile. Encore merci pour votre attention, vos questions, c'était très riche. Et n'hésitez pas à utiliser, à indiquer vos retours sur le questionnaire de satisfaction. Et sinon, en tout cas, vous avez tout à loisir de pouvoir contacter en tout cas Paul au niveau des liens qui ont déjà été envoyés. Voilà. Merci beaucoup à l'équipe participante, Paul, et puis Eddy et Jean-François et Bruno pour cette organisation. Merci à tous. Merci beaucoup à vous. Je garde encore cette slide 1 minute pour les personnes qui puissent noter, et puis je mets fin à l'événement. Voilà. Merci Paul. Merci beaucoup. Merci Eddy, merci Vivine. Ouais. Et donc la question a déjà été posée, donc j'enverrai ces slides et les notes de Paul qui leur a indiqué par retour de mail aux participants. Et puis voilà, ça sera disponible en replay sur le site de PMI France pour les personnes qui veulent y accéder ultérieurement. Voilà. Et je te laisse aussi mettre les 2 liens que j'ai mis dans la conversation. Tout à fait. On Ouais, on va mettre dans l'article justement qui va faire référence à
à ce replay. Comme ça Trop bien. sera complet. Merci beaucoup Voilà. à vous pour l'organisation. Merci à tous les participants. Et à bientôt. N'hésitez pas à nous contacter. Très bien. Bah, écoutez, merci à vous et je mets fin à l'événement. Au revoir. Au revoir. Au revoir.